Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de l'assurance chômage présentée aux partenaires sociaux, la durée minimale de travail exigée pour être indemnisé sera bien réduite. Auditionnée au Sénat hier, Muriel Pénicaud maintient que ce changement ne concernera que 700 000 personnes, contrairement aux prévisions de l'UNEDIC. Le débat à suivre. La fin du remboursement de l'homéopathie, confirmée au 1er janvier 2021, une décision prise par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pour qui l'efficacité scientifique n'est pas prouvée. Pourtant, ce choix inquiète les patients, les industriels du secteur, mais aussi les pharmaciens et les producteurs de plantes médicinales. On en parle dans un instant. Nouvelle lecture du projet de loi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Députés et sénateurs ne sont pas d'accord sur les dérogations aux règles d'urbanisme prévues par l'article 9. Un nouvel examen devrait permettre de faire émerger un consensus entre les deux assemblées. On fera le point dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir avec ce hashtag sur Twitter, Sénat 360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Quentin Calmet en direct de l'hémicycle et Alexandre Poussard en direct de la salle des conférences pour les réactions des sénateurs à l'actualité. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le gouvernement fait la guerre au plastique et lance la bataille contre le gaspillage. Un projet de loi pour une économie circulaire a été présenté ce matin au Conseil des ministres, porté par la secrétaire d'État Brune Poirson. Il mise sur le recyclage et les consignes. Le texte sera examiné en premier par le Sénat à la rentrée. Le détail avec Flora Sauvage. Après s'être attaqué aux couverts et aux sacs en plastique, le gouvernement mise sur le recyclage. Dans son projet de loi pour une économie circulaire, il veut créer un indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques, inciter les magasins à réparer avec des pièces de seconde main et obliger les fabricants à reprendre les produits usagés. Le taux de recyclage est beaucoup trop faible en France. Et nous pouvons donc gagner cette bataille, en effet, qui est celle de réduire les déchets à la source. Il y a sans doute des emballages que l'on peut supprimer ou réduire. Ensuite, on peut réutiliser, réemployer un certain nombre de choses. Le gouvernement veut aussi s'attaquer au BTP, l'un des secteurs les plus producteurs de déchets. Parmi toutes les moquettes qui sont collectées, on n'en recycle que 2%. C'est-à-dire que chaque année, on met à la poubelle, dans la benne, l'équivalent d'une route de moquette qui va de Lille à Marseille. Et pour lutter contre le gaspillage, l'exécutif veut mettre en place un système de consignes. Mais pour les collectivités territoriales qui ont investi dans ce domaine, il pourrait y avoir un manque à gagner. Il faut regarder effectivement s'il y a un coût pour les collectivités. Et c'est vrai qu'on est avec un gouvernement qui a déjà beaucoup augmenté les charges pour les collectivités sans transférer les recettes nécessaires. Donc là, il y a une négociation nécessaire avec les collectivités. Néanmoins, je pense que ce système de consigne peut être une bonne mesure. Aujourd'hui en France, seuls 55% seulement des bouteilles en plastique sont collectées. En Allemagne, ce taux de collecte grimpe à 90%. Et hier, on a appris que le gouvernement entendait remettre une écotaxe sur notamment les billets d'avion de 2 à 18 € par billet. Pour en parler, on retrouve Alexandre Poussard, salle des conférences, avec le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson. Et oui, Jean-François Husson, c'est le retour de l'écotaxe cette fois-ci pour les billets d'avion. Est-ce que c'est une bonne mesure écologique ? D'abord, avant de dire si c'est une bonne mesure écologique, ça manque pas de surprendre. Puisque finalement, c'est un sujet qui a fait éruption dans l'actualité il y a quelques semaines, et il faudrait tout de suite légiférer. Je pense qu'il y a vraiment un problème de méthode. Parce que la problématique, le sujet est entendable, la méthode, c'est finalement, on a un problème, on ne discute de rien, et on décide. Finalement, le prétendu nouveau monde est pire que l'ancien. Moi, je vais vous donner un simple exemple de comparaison. Le Sénat vient de rendre un rapport sur la situation des catastrophes naturelles, la manière de les appréhender, les difficultés, le manque d'équité, l'opacité du dispositif. Il y a un travail, il y a eu des auditions, et le travail il est livré aujourd'hui au Sénat et à la représentation nationale et au gouvernement. Donc il y a une méthode qui consiste à diagnostiquer, écouter, partager, pour aider à mieux comprendre et à donner des orientations. Voilà. Je pense que la méthode, c'est celle-là la bonne. Ce n'est pas la méthode du fait accompli et de la claque. Alors, la méthode n'est pas bonne selon vous, mais sur le fond, est-ce qu'il faut faire contribuer le secteur aérien à la transition écologique ? Mais il faut évidemment, et d'abord il a déjà commencé, mais il faut le faire prioritairement d'abord au niveau européen. Enfin, aujourd'hui, on serait un des rares pays. Et aujourd'hui, vous répondez quoi aux secteurs, aux territoires qui sont enclavés, qui parfois ont des billets d'avion moins chers que les billets de train, où vous mettez 3 fois moins de temps. Ce n'est pas un privilège de riches. C'est aussi pour permettre à des entreprises de continuer à y vivre.
Il y a l'exemple, moi j'étais il n'y a pas très longtemps à Aurillac, mais il y a beaucoup de lignes comme ça. Donc il faut un peu de profondeur dans la réflexion. Et aujourd'hui, manifestement, ça manque. Je le redis, tout est entendable. La contribution, on disait bien pour l'eau, l'eau paye l'eau, la pollution. Donc pour être allé encore au Bourget, moi j'ai bien vu les efforts qui sont faits. Mais il faut du recul. Aujourd'hui, il y a une compagnie qui, évidemment, va prendre en pleine figure ces mesures annoncées, c'est Air France, parce que pour l'essentiel, c'est Air France qui couvre le réseau intérieur. Voilà. Donc il faut donner, je pense, de l'objectivité, il faut faire partager le diagnostic et il faut construire les solutions ensemble. Ça ne vient pas d'en haut tout seul. Alors, vous vous demandez de prendre le temps, mais est-ce qu'il n'y a pas une urgence écologique mais vous savez, 6 mois, 1 an, c'est pas long. On ne décide pas en 1 mois. Enfin, objectivement, elle est où la cohérence? Quel est le diagnostic? Quel est aujourd'hui le diagnostic pour prendre cette décision? C'est un débat qui a eu lieu il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. On parle d'un sujet, pourquoi pas, mais est-ce qu'on peut, oui ou non, mettre de la matière, avoir une confrontation des points de vue, entendre les experts, les gens qui habitent sur les territoires, la parole des entreprises, la parole des salariés, la parole des utilisateurs, la parole des associations environnementales, évidemment, bien sûr, mais c'est plus facile quand c'est préparé pour le faire accepter. Est-ce qu'il faut aussi taxer le gasoil des transporteurs routiers, comme ça a été décidé par le gouvernement? C'est un peu la même logique. On le sent, c'est finalement le retour d'une forme d'écologie punitive, à dose régulière. On va vous en mettre un peu tous les ans pendant 4 ans. À dose homéopathique? C'est pas homéopathique parce que ça, déjà, vous n'y avez plus droit. Donc, vous avez votre dose. Attention, les équilibres, les transporteurs routiers l'ont déjà dit. Je rappelle quand même que les bonnets rouges, c'était venu comme ça. On a eu les gilets jaunes, vous savez, moi j'avais alerté sur la taxe carbone. Si vous voulez, prenons exemple sur la pratique dans les pays d'Europe du Nord. Dans les pays d'Europe du Nord, on réfléchit, on discute et le débat, il a démarré il y a un quart de siècle en Europe du Nord. Très bien. Merci beaucoup Jean-François Husson. Le message, c'est de prendre le temps sur la fiscalité écologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre. Homard, champagne et Grand Cru issus des caves de l'Assemblée nationale. Photo à l'appui, Mediapart dévoile les dîners privés de François de Rugy quand il présidait le Palais Bourbon. Un travail de représentation assumé par celui qui est aujourd'hui ministre de la Transition écologique, Alicet Boisin. Des dîners de roi sur fond d'argent public. Le site d'information Mediapart révèle l'organisation d'une dizaine de soirées organisées par François de Rugy, alors président de l'Assemblée nationale, et sa femme entre 2017 et 2018 aux frais de la République. De somptueuses réceptions avec photos et témoignages à l'appui. Les convives, des proches de Séverine de Rugy, la femme du ministre, étaient reçus à l'hôtel de Lassay, résidence du président de la Chambre basse. Sur France Inter, l'intéressé s'est défendu de tout mélange des genres. Ce sont des dîners où on rencontre, comme le font tous les responsables politiques, un certain nombre d'interlocuteurs que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Je le dis avec force, il n'y a pas eu de dîner entre amis qui aurait été organisé sous ma présidence à l'hôtel de Lassay et qui aurait été financé par l'Assemblée nationale. C'était des dîners de travail informels avec des personnes qui ont des relations avec une autorité politique comme le président de l'Assemblée nationale. Un passé gastronomique donc et paradoxal. Lors de son arrivée au perchoir, François de Rugy militait pour plus de transparence dans les dépenses de l'Assemblée nationale. Et on va écouter la réaction du sénateur LR Daniel Gremillet, sénateur des Vosges. Il est avec vous, Alexandre Poussard. Gremillet, une question sur cette polémique qui est en train de monter autour du train de vie de François de Rugy lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est un train de vie normal ? Écoutez, moi je découvre à travers les médias des informations dont je n'avais pas connaissance il y a une demi-heure, je ne l'avais pas, donc, puisque je suis complètement dans mon texte. Mais il est évident que si c'est avéré, c'est tout à fait anormal. On ne peut pas imaginer un train de vie de cette manière, quelles que soient nos responsabilités, qu'on reçoive bien lorsqu'on a des responsabilités normales, il est normal de bien recevoir. Par contre, si tel que c'est annoncé sur la composition et la richesse des menus, non, je crois que quelque part il y a une anomalie énorme, notamment lorsqu'on est à ces niveaux de responsabilité. Très bien. Alors on va revenir au fond du texte sur lequel vous travaillez, le projet de loi énergie-climat dont vous êtes le rapporteur. Comment vous jugez ce texte issu de l'Assemblée nationale et qui arrive au Sénat la semaine prochaine ?
Je le juge tout simplement, là encore, on est dans un contexte très particulier. On demande aux législateurs d'entériner des décisions qui sont prises par décret. C'est-à-dire qu'on demande aux législateurs de faire de la technique, alors que les choix stratégiques pour l'énergie et pour le climat ne sont pas à l'intérieur. Donc, dans les amendements d'ailleurs que je vais présenter, je renforce cette PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie sur 5 ans, donc une loi quinquennale qui a été d'ailleurs proposée à l'Assemblée, que je vais continuer de construire de manière à renforcer le rôle du législateur sur l'orientation stratégique en matière énergétique. Donc c'est un sujet aujourd'hui qui est vide et nous allons vraiment nous emparer de cette dimension absolument stratégique, à la fois pour les citoyens, parce qu'il concerne l'ensemble de nos habitants, y compris l'outre-mer. Je vous rappelle que sur une partie des textes, l'outre-mer n'était pas concerné. Donc là aussi, je fais des amendements pour que l'outre-mer soit concerné, et puis concerne aussi la performance de notre économie et de l'entreprise. L'énergie est un élément majeur. Alors ce texte valide l'objectif de neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire que la France ne pourra pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle pourra en absorber. C'est un bon objectif ? Je serais tenté de dire que c'est le seul point qu'il y a en termes de stratégie dans ce texte. Après, comment on y arrive, dans quelles conditions on y arrive. Et là encore, je me suis attaché en tant que rapporteur. Les amendements que j'ai présentés en commission des affaires économiques ce matin, c'est de cranter et effectivement d'avancer sur l'ensemble des territoires, d'avancer dans l'ensemble des domaines. Et si je pense aux renouvelables, on parle beaucoup d'énergie renouvelable. J'ai introduit une notion qui me semble essentielle lorsqu'on parle de neutralité carbone. Il faut faire le bilan carbone des énergies renouvelables, qu'elles soient électriques ou qu'elles soient gazières. C'est quelque chose qui n'existait pas. Ça permettra peut-être de repositionner en France et en Europe un développement industriel de ce qui est nécessaire, effectivement, renouvelable. Et vous parlez également de la filière du nouveau nucléaire. Vous souhaitez la développer, mais compte tenu, par exemple, de l'échec de l'EPR de Flamanville, est-ce qu'il faut aller vers cette voie du développement du nucléaire ? Le dossier du nucléaire donne un peu aussi raison au travail sénatorial. Je vous rappelle que le Sénat, depuis longtemps, a dit 2025, c'était pas tenable. Aujourd'hui, on est devenu plus raisonnable avec 2035, qui correspond d'ailleurs pour un certain nombre de centrales. Pour 50% d'électricité nucléaire, c'est ça ? Oui, mais qui correspond aussi pour certaines centrales à une fermeture quelque part programmée compte tenu de leur durée de vie. Mais derrière, qu'allons-nous effectivement proposer ? Et ça fait partie de l'état d'urgence en la matière sur les nouvelles générations de nucléaire. Effectivement, le dossier de l'EPR de Flamanville est un vrai problème. Je serais tenté de dire apporte des difficultés de se projeter sur le futur, mais ça fait partie, n'oublions pas, d'une réponse stratégique sur la neutralité carbone. Aujourd'hui, on a cette énergie qui apporte une réponse sur le carbone, mais on a aussi l'hydroélectricité qu'il faut soutenir. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Grémillet, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre, pour cette nouvelle réaction. Et on va prendre la direction de l'hémicycle. Nous attend Quentin Calmet. Je le disais, Quentin, c'est le projet de loi pour la reconstruction, la restauration de la cathédrale de Notre-Dame qui revient aujourd'hui en nouvelle lecture au Sénat. Oui, tout à fait. Et la dispute de Notre-Dame continue au Parlement. Toujours pas d'accord en vue entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte. Rappelez-vous, le 15 avril, c'est la date de l'incendie de la cathédrale. Et très rapidement, l'Assemblée nationale a voté un texte. Les sénateurs ont demandé du temps. Et surtout, ils ne veulent pas d'un aspect du texte. C'est le fameux article 9 qui prévoit des dérogations au code de l'urbanisme, au code de la voirie ou encore au code de l'environnement. Et depuis le mois de mai, il y a ce bras de fer entre l'Assemblée nationale et le gouvernement d'un côté et le Sénat de l'autre. Les sénateurs veulent une loi qui soit absolument exemplaire et surtout pas une loi d'exception. Et donc tout à l'heure, le ministre de la Culture a tenté une nouvelle fois de rassurer les sénateurs sur ces dérogations. Écoutez Franck Riester. À l'article 9, les assouplissements aux législations en vigueur. Ces assouplissements, je m'y étais là aussi engagé, seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame pour piétiner de quelque manière que ce soit le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement ou de l'urbanisme.
Et alors finalement, début juillet, on a vu un revirement du gouvernement. Finalement, ces dérogations seront bien définies dans le projet de loi, ce que demandaient d'ailleurs les sénateurs depuis le départ. Des inflexions qui rassurent en partie seulement la Chambre haute. Écoutez Catherine Morin-Desailly, elle est sénatrice, elle parle au nom du groupe centriste, elle est aussi présidente de la Commission de la culture au Sénat. Ces inflexions vont dans le sens de la préservation de notre état de droit, sur laquelle nous n'avons cessé d'alerter. Pourquoi, dès lors, ne pas nous suivre davantage et aller au bout de notre logique pour garantir un texte véritablement cohérent, rassurant et protecteur? Pourquoi laisser planer de telles ambiguïtés dans le texte? Voilà, c'est là l'un des derniers points d'achoppement entre le gouvernement et le Sénat sur ce texte. La discussion générale dont vous venez de voir des extraits est terminée. On est en train d'examiner les articles et les amendements. Réponse dans quelques minutes plus tard dans cette édition sur la finalité du vote au Sénat. Du coup, Quentin, c'est une réforme controversée qui se fera par décret, celle de l'assurance chômage. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était auditionnée hier au Sénat sur cette modification profonde des règles d'indemnisation des chômeurs. Les explications de Fabien Recker. Muriel Pénicaud s'est expliquée devant les sénateurs. Alors que l'UNEDIC a calculé qu'1,2 million de chômeurs verront leur allocation baisser des suites de la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement conteste et parle de 700 000 demandeurs d'emploi impactés. Selon la ministre, l'organisme public n'a pas tenu compte des effets psychologiques de la réforme. Et ce qu'on attend, nous, c'est des changements de comportement. Et ça, c'est vrai que le DIG ne pouvait pas, ne savait pas, on ne l'a pas simulé. Et donc, on ne compare pas les mêmes choses. Évidemment qu'on fait cette réforme pour qu'il y ait des changements de comportement, que plus de personnes trouvent un emploi, et un emploi moins précaire. Et pour cela, le gouvernement poursuit un principe, qu'il ne soit pas possible de gagner plus en étant au chômage qu'en travaillant. Ce qui serait le cas d'un demandeur d'emploi sur 5, d'après l'exécutif. La réforme revoit les règles de calcul des indemnités, dorénavant moins avantageuses pour les demandeurs d'emploi. Pas de quoi lutter contre la précarité, selon Laurence Cohen, membre de la Commission des affaires sociales. Ces arguments, en réalité, sont basés sur le fait qu'ils veulent faire une économie de plus de 3 milliards sur le dos des plus fragiles. Moi, j'aimerais bien que la ministre, elle puisse essayer de s'en sortir pendant un mois avec les indemnités d'un chômeur, puis après, elle reviendrait discuter devant nous. La ministre est en tout cas restée évasive face à plusieurs questions soulevées par les sénateurs durant son audition, notamment sur le coût de l'ouverture de l'assurance chômage à certains démissionnaires et indépendants. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Claire Vivès, bienvenue à vous. Vous êtes chercheur au Centre d'études de l'emploi et du travail du laboratoire de sociologie du CNAM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Martin Lévrier est également avec nous. Bonjour. Vous êtes sénateur à La République En Marche des Yvelines. Jean-Louis Touraine est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste d'Ille-et-Vilaine. Et Pascal Loquiec, bienvenue à vous. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes le président de l'Association française du droit du travail et de la sécurité sociale. Première question pour vous, peut-être Martin Lévrier, est-ce qu'on voit cette polémique autour des chiffres, notamment de l'UNEDIC, ils sont contestés par la ministre. Pour elle, eh bien, ça va concerner 700 000 personnes maximum, et l'UNEDIC dit au contraire, ça pourrait concerner 1 200 000 personnes. Alors, comment expliquez-vous cette différence d'appréciation et qui dit vrai, qui dit juste ? Personne n'a raison, personne n'a tort. Le calcul UNEDIC est fait sur les bases d'aujourd'hui sans tenir compte des effets de la réforme. La ministre estime à juste raison qu'une réforme a des effets. On a toujours vu à chaque fois qu'on a appliqué des réformes, quels que soient les gouvernements sur l'assurance chômage, elles ont eu des effets immédiats. Donc sans ces effets, c'est à peu près impossible de calculer le bon chiffre. Donc on a deux estimations, 1,2 million sans le moindre possibilité de modification, 700 000 sont les estimations qu'on fait en tenant compte des effets de la réforme. Donc aujourd'hui, personne n'a parfaitement raison puisqu'on ne peut pas connaître ces chiffres. Il n'y a pas de polémique. Alors Jean-Louis Touraine, quelle lecture faites-vous de ces chiffres? Vous faites confiance à l'UNEDIC quand même, qui a travaillé, qui a fait ses propres calculs après l'annonce de cette réforme? Je crois que je ne vais pas rentrer dans cette polémique, simplement revenir sur le fait que on justifie les 700 000 en disant oui, mais la réforme va amener un certain nombre d'améliorations et d'embauches supplémentaires, moins de chômeurs. Oui, mais ça, pardonnez-moi, c'est vendre la peau de l'ours, on n'en sait rien. Et derrière ça, il y a des humains. Il y a des individus qui ont des familles et qui, par conséquent, risquent de pâtir de la situation au nom de quelques perspectives qu'on envisage, mais qui ne sont absolument pas sûres. Ce qui m'apparaît extrêmement important, c'est le préjudice
que vont subir un certain nombre de nos concitoyens qui déjà sont dans des situations de précarité. Et le mode de calcul qui a été utilisé est tout à fait artificiel. Dire que 20% aujourd'hui de chômeurs gagnent plus lorsqu'ils sont au chômage que lorsqu'ils sont au travail, c'est tromper l'opinion, et c'est un mode de calcul qui est totalement fallacieux. Alors avant de venir justement sur les nouvelles règles d'indemnisation, Pascal Loquiec, vous, sur ces chiffres, sur justement ces écarts d'appréciation entre le ministère du Travail et l'UNEDIC, puisqu'on a parlé d'1,2 million, ce sont les chiffres de l'UNEDIC, mais qui prévoit aussi que l'ouverture de droits pourrait être annulée ou retardée pour 500 000 personnes. Écoutez, quel que soit le chiffre, de toute façon, c'est trop. C'est trop, et moi, ce qui me gêne au-delà des chiffres, c'est la logique. Lorsque Emmanuel Macron avait annoncé ses réformes du marché du travail, il avait parlé d'une logique de flexi-sécurité. C'est-à-dire que d'un côté, on flexibilise le marché du travail, ce sont les ordonnances, et de l'autre côté, on va sécuriser par la réforme de la formation professionnelle et par celle de l'assurance chômage. Or, ça n'est pas là. La flexibilité, elle a été faite, et la sécurité, on le voit bien, sur le chômage, elle n'est pas là, puisqu'on va précariser encore plus. Donc voilà, donc j'ai une inquiétude, peut-être pas simplement sur les chiffres, mais aussi sur la logique globale. Et pourtant, c'est une réforme pour l'emploi et contre la précarité, nous dit Muriel Pénicaud. Votre avis, Claire Vivès ? Je pense au contraire que c'est une réforme qui va renforcer la précarité. Il faut revenir un peu sur la logique de cette réforme. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit la situation aujourd'hui de cumul entre les allocations chômage et le salaire est jugée trop attractive, on pourrait discuter, et donc il faut la rendre moins attractive. Et pour cela, il faut diminuer les indemnités chômage. Donc, pour revenir sur la question des effets, l'effet, ça sera de diminuer les indemnités chômage. Et c'est bien pour ça qu'il y aura moins de gens qui vont les percevoir et qui vont percevoir des indemnités qui seront moins importantes. Et ensuite, pourquoi est-ce que cette réforme va renforcer la précarité ? Parce que dans le nouveau mode de calcul, demain, chaque heure travaillée va amener une augmentation de l'indemnité qui est aujourd'hui très faible. Donc la logique, elle est en fait inverse. C'est-à-dire qu'on rend la situation des précaires plus invivable encore, et donc ils vont être obligés de prendre n'importe quel emploi et ils ne seront pas du tout en position de les refuser. C'est pas ça qui va se passer. D'autres réponses, Martin Lévrier ? Un regard totalement différent sur cette loi. Quand on parle de précarité aujourd'hui et qu'on dit que ça va renforcer la précarité, est-ce qu'on oublie que 30% des CDD aujourd'hui sont d'un jour, voire moins d'un jour. C'est ça la vraie précarité. La précarité, c'est des embauches qui sont faites au jour le jour pour des salariés qui ne s'y retrouvent pas. Et le travail qu'on a fait sur le nouveau calcul est un travail qui permet non pas de diminuer, comme vous le dites, l'indemnité que vont percevoir les chômeurs, mais de la diminuer sur des périodes de début où il peut arriver, et on l'a vu hier dans le débat où, mon cher confrère, vous avez essayé d'expliquer au ministre qu'elle avait tort et vous n'êtes pas revenu sur la discussion, vous avez compris le truc, c'est qu'on diminue... Si, vous n'êtes pas revenu après, vous n'avez pas voulu reprendre la parole, vous avez compris, je finis, en fait, c'est au début de la période, puisque le calcul est fait sur la base d'une journée, non pas du mois, qu'on peut toucher plus au chômage, au début de la période de chômage, que quand on travaille. C'est simplement ça qu'on met en cause. Ce n'est pas le montant global, c'est la période qui est modifiée et le mode de calcul. Il ne faut pas se tromper. Donc on ne parle pas d'augmentation de précarité, alors que l'objectif derrière, c'est justement de changer des comportements, en particulier celles des entreprises, à qui on demande de ne plus embaucher, au mieux, en tout cas de mieux en mieux et de moins en moins. C'est de responsabiliser les employeurs. Donc on parle toujours d'un côté, on ne parle pas de l'autre côté. Je suis quand même très étonné. Jean-Louis Touraine, vous avez compris le truc de la ministre, expliquez-nous. Oui. Alors, le mode de calcul. Comment la ministre arrive à considérer que 20% de chômeurs sont mieux indemnisés que lorsqu'ils étaient au travail ? Elle calcule de la façon suivante, elle baisse le coût du travail, la référence travail, elle est baissée, par conséquent l'indemnité apparaît beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit tout simplement, vous travaillez un jour dans le mois, je divise par 30 le salaire que vous avez obtenu sur une journée, donc ça fait un tout petit... je vous prie de m'excuser, c'est comme ça que c'est calculé, je l'ai fait. Alors ne dites pas toujours que j'ai tort, il faut le prouver ça. Bon, donc, on divise par 30 et donc on considère effectivement que sur le mois, on a gagné très peu, mais l'assurance chômage, c'est fait pour essayer de pallier
le manque à gagner, le salaire qui manque, et par conséquent sur la base du salaire antérieur. Et si c'est sur un jour, eh bien, il faut donner l'équivalent, sachant que dans ce cas, on n'est indemnisé que sur une période très courte. Or, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va baisser, on va calculer sur le mois, donc faire ce que je viens de dire, on va diviser par 30 et on va indemniser sur cette base. Ce qui veut dire que ceux qui, la majorité des indemnisations, c'est moins de 860 € par mois, en dessous du seuil de pauvreté. Alors on va la réécouter, Muriel Pénicaud, justement, oui, puisqu'elle a rappelé la philosophie générale de cette réforme. Certains vont se retrouver dans une précarité immonde et on oublie que derrière, il y a des enfants, il y a des familles qui vont se trouver dans la grosse difficulté. On va la réécouter, Muriel Pénicaud, et je vous ferai réagir juste après. Il ne sera plus possible de gagner davantage au chômage qu'en travaillant. Comme l'a montré le diagnostic, pour plusieurs centaines de milliers de demandeurs d'emploi, les règles actuelles aboutissent à ce qu'une personne touche des allocations chômage supérieures à la moyenne des revenus de son travail. Ce sont les cas des personnes qui alternent des contrats très courts et qui, quand elles entrent au chômage, peuvent avoir des revenus de 10, 20, 100% supérieurs à ce qu'ils gagnaient en travaillant. Ce ne sont pas les personnes qui sont en cause, ce sont les règles. Mais je crois que le bon sens, avec le bon sens, personne ne peut constater qu'un système où on gagne davantage au chômage qu'en travaillant est un système qui doit être réformé et qui n'a pas de sens. Pascal Loquier, quand on entend la ministre, c'est vrai que ce système ne peut pas perdurer. Est-ce qu'il concerne beaucoup de personnes aujourd'hui ? Non, ça ne concerne pas un nombre considérable de personnes. Les abus, ils existent partout. Et je ne crois pas qu'on puisse fonder une réforme parce que quelques personnes abusent du système. Et on vient de parler du changement du critère de référence, le passage au salaire moyen mensuel. Mais il y a aussi la période d'indemnisation. Il y a aussi il sera réduite, il faut le rappeler. Il y a aussi le fait qu'avant, c'était 4 mois sur les 28 derniers mois, et maintenant, on va passer à 6 mois. Il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois. Et ça, c'est un changement assez majeur. Et c'est d'ailleurs, je pense, la principale cause du fait que beaucoup de chômeurs vont perdre en indemnisation. C'est tout un tas de choses. Et pareil pour les cadres. Alors, on entend parfois, oui, mais ça ne concerne que les cadres à haut revenu. D'abord, ça n'est pas négligeable, on touche certaines personnes, et ça c'est le phénomène de la boîte de Pandore qu'on connaît très bien en matière de droit du travail. Quand vous commencez à ouvrir une vanne, la suite elle arrive assez vite. Donc là effectivement on a limité aux cadres qui touchent 4 500 €, mais quand vous avez ouvert la vanne, il y a toutes les chances, tous les risques que demain ce ne soit pas 4 500, ce soit 4 000 et que ce soit tous les salariés. Il y a des logiques qui sont ouvertes qui me semble assez redoutable. Vous partagez cette analyse de Claire Vives ? Moi, je voudrais revenir quand même sur un certain nombre de choses qui ont été dites et qui sont fausses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de gagner plus au chômage qu'en travaillant. C'est pas possible. Il faut arrêter de répéter ça tout le temps, c'est faux. C'est-à-dire que le système tel qu'il fonctionnait, avec les règles qui sont d'ailleurs toujours en vigueur, c'est on calcule un taux de remplacement sur une base journalière. Donc, si vous travaillez un jour, on prend votre salaire et on lui applique un taux de remplacement. Plus votre salaire est élevé, plus le taux de remplacement est faible. Ensuite, il y a eu cette polémique sur les 20%, ces fameux 20% qui gagneraient plus au chômage qu'en travaillant. Les règles de l'assurance chômage aujourd'hui sont complexes et ce qui se passe, c'est une question de rythme de consommation des droits. Dans les règles actuelles, il faut avoir travaillé 4 mois pour avoir droit à 4 mois d'indemnisation. Sans ça, on n'est pas éligible à l'assurance chômage. Et donc, si on a travaillé le jour où la personne arrive, et le 4 mois, c'est en fait 88 jours. Le jour où une personne arrive à 88 jours d'indemnisation, pour les avoir, ces 88 jours, elle peut avoir mis 28 mois. Donc, ça veut dire qu'il y a des mois où elle a peu travaillé, il y a des mois où elle n'a peut-être pas du tout travaillé, et des mois où elle a beaucoup travaillé. Mais elle a droit à 4 mois d'indemnisation. Et le mode de calcul, c'est un mode de calcul journalier, je le répète. Et donc, cette personne-là, elle aura droit à 4 mois d'indemnisation. Qu'elle mette 4 mois à les consommer, ou qu'elle mette très longtemps, plus de 2 ans, elle n'aura pas plus de droits. Alors oui, si elle consomme d'un coup, dans un mois, elle est complètement au chômage, oui, son revenu peut être supérieure à ce qu'elle avait certains mois. Mais elle ne coûtera pas plus cher. Mais oui, mais non, mais il faut redire. Mais non, on ne dit pas du tout. Non, je vous assure, on ne dit pas la même chose. Il faut redire que les chômeurs, quand ils ont accumulé des droits, ils ont le droit de les consommer, c'est leur droit. Et donc, soit ils les consomment rapidement,
soit il les consomme plus lentement. Et de fait, ce qu'a dit l'UNEDIC, j'aimerais finir, ce qu'a dit l'UNEDIC, le chiffrage de l'UNEDIC, c'est qu'eux, ils trouvent plutôt 4% de personnes qui sont dans ce cas où il y a effectivement une consommation rapide, et quand bien même c'est des droits que les personnes ont acquis. Et donc, il faut arrêter de dire que les gens gagnent plus au chômage qu'en travaillant, c'est faux. Je reprends et je dis qu'on est à peu près d'accord. Je dis simplement qu'on peut gagner plus au chômage sur des périodes courtes, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce qu'on gagnait préalablement en travaillant. Donc le système, le mode de calcul n'est pas le bon. Et 20% des chômeurs, ça a été calculé, on n'a peut-être pas d'accord sur les bases, mais on l'a redit hier, donne ce résultat. C'est-à-dire que si vous travaillez 15 jours, que vous arrêtez 15 jours, que vous retravaillez 15 jours, etc., vous pouvez arriver à gagner plus au chômage que le salaire que vous aviez avant. Sur une période, je vous l'accorde, on est d'accord, assez courte. Mais ça arrive. Ce qui veut dire que le mode de calcul n'est pas un bon mode de calcul. Mais la précarité, pour moi, elle n'est pas là. Enfin, elle est là aussi, mais elle n'est pas que là. Elle est sur, et c'est pour ça qu'on se bat énormément, sur la formation. Sur aujourd'hui, on ne parle que des points que vous estimez négatifs, qui pour moi ne le sont pas obligatoirement. Mais quand on dit aujourd'hui, non seulement il y a moins de chômeurs, c'est un fait. On ne supprime pas des emplois à Pôle emploi. On en crée même 1000 dans un but exclusif qui est de mieux accompagner les chômeurs le premier mois. Et on sait tous que ça se joue au début du chômage. Qu'on s'engage auprès des entreprises à surveiller les embauches qui ne sont pas prises, pour retravailler ces embauches, pour savoir pourquoi il n'y a pas de salariés qui se proposent. Quand on fait tout ce travail de formation derrière, de lien entre l'arrivée au chômage et la formation, on sort vraiment de la précarité. La précarité, c'est pas juste on va vous donner de l'argent le temps qu'il faudra. La précarité, c'est de laisser les gens au chômage et de les laisser s'enfermer dans ce chômage. Il y a la question des employeurs, Martin Lévrier, puisque la ministre veut les responsabilités, je cite, en les pénalisant quand ils emploient trop de contrats courts. On la réécoute. Lorsqu'on voit cette explosion des contrats courts, bien au-delà des besoins ponctuels et imprévisibles de main-d'œuvre, qui eux sont compréhensibles, cela signifie que certaines entreprises, au contraire de leurs concurrents dans le même secteur d'activité, en ont fait un système de gestion RH externalisé. On a des cas très nombreux de deux entreprises concurrentes de même taille, avec les mêmes concurrents dans les mêmes territoires. L'une fait majoritairement des CDI, et évidemment, s'il y a un surcroît de main-d'œuvre, un besoin inopiné, va prendre des contrats courts, et l'autre qui a plus de la moitié de ses effectifs qui sont en contrat extrêmement court. Ce n'est donc pas équitable que l'entreprise qui fait l'effort de mieux organiser son travail paye les mêmes cotisations d'assurance chômage qu'une entreprise qui systématise le recours aux contrats précaires. C'est pourquoi nous instaurons un système de bonus-malus dans les 7 secteurs qui créent le plus de précarité. Jean-Louis Touraine, ça, un bonus-malus, vous êtes d'accord avec cette mesure? Ça va plutôt dans le sens, justement, du renforcement du droit des salariés. Juste dire un mot, quand même, sur la façon d'enfumer et de sortir du débat de la précarité. La précarité, c'est quand même aussi les revenus journaliers dont on peut disposer pour essayer de survivre. Et il va y avoir un certain nombre de nos concitoyens qui vont sombrer dans la misère. Sur le bonus-malus, je suis d'autant plus d'accord que j'avais déposé, au moment de l'examen de la loi, un amendement qui va exactement dans ce sens, à savoir qu'on taxait chaque heure de façon forfaitaire, quelle que soit la durée. Donc plus le contrat était court et plus ça coûtait cher par rapport au salaire. Plus le contrat était long. Donc sur ce point, il n'y a pas de problème, mais ça ne résout pas le problème de la précarité. C'est un moyen qui est tout à fait utile. Je précise qu'à cette époque, le gouvernement s'était opposé à mon amendement. Pascal Locquiec, vous avez ouvert le débat en parlant de flexi-sécurité à la française. Pour vous, ça n'existe pas en tous les cas. Ce n'est pas dans les projets de réforme du gouvernement. Avec ce type justement de mesures sur les bonus-malus, ça c'est quand même un signe en faveur des salariés, des travailleurs? Alors absolument, c'est un signe tout à fait positif, cette logique du bonus-malus. Je suis tout à fait d'accord. On avait tenté des surtaxations sur les CDD courts à partir de 2013, mais les modalités étaient beaucoup trop restrictives, notamment ça excluait l'intérim et certains CDD. J'y suis tout à fait favorable, même si le fait de sectorialiser, c'est-à-dire de limiter à 7 secteurs, évidemment, ça peut poser des problèmes. Ce sont les 7 secteurs finalement qui créent le plus de contrats courts. Mais on a, sauf erreur de ma part, écarté le BTP et le secteur médical, qui sont des secteurs qui sont très très pourvoyeurs en CDD. Mais la logique globale, elle est positive. Mais en aucun cas, ça ne permet de contrebalancer le mouvement très fort de flexibilité.
En même temps qu'on parle de l'assurance chômage, la Cour de cassation est interrogée sur le fameux barème des indemnités, voilà, le barème des indemnités prud'homales, c'est-à-dire le fait que depuis les ordonnances Macron, les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont plafonnées. Et il n'est pas impossible que ce soit contraire aux conventions internationales qui lient la France. Et quand on fait ça, quand on permet à une entreprise qui n'a pas respecté les règles sur le licenciement de connaître à l'avance au centime près combien ça va lui coûter au maximum, on n'est pas dans une logique de flexi-sécurité. Donc c'est très positif d'avoir fait le bonus-malus, même si les modalités ne sont pas assez puissantes à mon avis, mais la logique générale, elle n'est vraiment pas là. Claire Vivat, c'est le seul point positif de cette réforme, cette mise en place de bonus-malus? Moi, la mesure me semble absolument dérisoire, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tiers des CDD de moins d'un mois qui vont être concernés. On ne parle jamais du montant du malus. Le montant du malus, il sera au maximum de 1% du coût salarial. Et on attend de cette augmentation de même pas 1% un changement de comportement, alors que la ministre le dit elle-même, il y a des secteurs entiers dont le fonctionnement, le modèle économique repose sur le recours à des contrats très courts. Et on va nous faire croire qu'en augmentant de 1%, les employeurs vont changer de comportement. C'est dérisoire cette mesure? C'est absolument pas dérisoire. D'abord, il y a bonus et malus, il y a les deux. Il n'y a pas que le malus. Il ne faut pas toujours s'arrêter sur le malus. Il y a aussi le bonus, donc l'incitation à aller vers quelque chose de positif. Je reprendrai un exemple tout simple qui contredit un peu ce que vous dites. 1 point en masse salariale, c'est énorme, d'abord, quand on travaille en entreprise. Et il y a un succès énorme sur le calcul, même au 0,1 point. C'est l'accident du travail qui fonctionne comme ça. Et quand vous êtes menacé parce que vous surveillez mal la façon de travailler dans votre entreprise, etc., et que vous prenez 0,1 point ou 0,2 points, il y a une incidence immédiate sur l'accident du travail. Donc malheureusement, la menace ou le bonus baisse et hausse d'1 point, c'est quelque chose d'énorme pour les grosses entreprises, qui sont les plus gros pourvoyeurs de CDD. Donc ça a vraiment son incidence. On a parlé de la réforme de 2013. En 2013, la surtaxation des CDD de moins d'un mois, elle était de 3%. On n'a pas vu ni d'effondrement de l'économie française, ni même, et c'était des chiffres de l'UNEDIC, ni même d'effet massif de réduction de la précarité avec une augmentation de 3%. Donc venez pas me dire... Sauf qu'en 2013, le chômage continue à augmenter, oui, ne baissait pas tel qu'il baisse aujourd'hui, et le taux de CDD ne va pas fluctuer comme il fluctue aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir Donc il faut comparer ce qui est comparable. Ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que en fait, l'arrière-fond de la réforme, c'est de nous faire croire qu'il n'y a plus de problème de chômage et que donc... on ne parle jamais du fait qu'un chômeur sur deux n'est pas indemnisé. Donc eux sont sortis des radars parce que sinon ça voudrait dire que quand même il y a un problème de chômage. Et on ne parle jamais d'une autre chose, c'est qu'on nous fait croire que les demandeurs d'emploi auraient le choix entre soit des contrats précaires qu'ils cumuleraient avec l'assurance chômage et ça leur permettrait d'avoir une situation très confortable, soit un CDI à temps plein qui les attend. Alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment l'alternative face à laquelle ils se trouvent. Donc c'est pour ça que quand on dit que ça n'est pas comparable parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de problème de chômage... peut-être, oui. Sur le fond, je l'ai dit d'ailleurs à la ministre hier, je trouve que toute cette réforme, c'est une mauvaise action. Vraiment une mauvaise action. Lorsque vous comparez aux résultats des grandes fortunes qui ont augmenté leur fortune sur les 6 derniers mois de 35%, et qu'on s'acharne sur les précaires, qu'on essaie de faire des économies de 3 milliards 400 millions d'euros sur le dos de ceux qui déjà n'ont rien, je trouve que c'est inadmissible, c'est intolérable. C'est vraiment une mauvaise action qui a été engagée. C'est votre lecture, Martin Lévrier. On va s'acharner sur les plus précaires. Mais ça n'est absolument pas vrai. L'acharnement qu'on a, c'est contre le chômage de masse et c'est combattre le chômage. On ne s'attaque absolument pas au chômeur. Vous comparez ça et on pourrait reprendre dans ces cas-là les cadres. Les cadres sont-ils des gens précaires ? Et pourtant, on demande un effort aux cadres. On va parler de la dégressivité, justement, parce que c'est pour les salaires qui touchent plus de 4 500 € bruts. On réécoute encore une fois Muriel Pénicaud, puisqu'elle était auditionnée hier, ici, au Sénat. Le diagnostic a montré un fait contre-intuitif. Plus le niveau de l'indemnisation est élevé, moins il y a de chômage, et plus la durée de chômage s'allonge. Alors que pour le plus haut niveau de salaire, il n'y a plus de chômage. Le taux de chômage est de 3,8%, c'est largement le plein emploi. Et demain, donc, les salariés qui avaient un revenu supérieur à 4 500 € bruts par mois verront leur indemnisation baisser de 30%,
au bout de 7 mois d'indemnisation s'ils sont toujours à l'assurance chômage, avec un plancher de 2261 € net. Là aussi, on reste avec le système le plus protecteur d'Europe, car on a le niveau le plus élevé de prise en charge pour les personnes qualifiées. Pascal Loquier, qu'en ciblant les cadres, on ne s'acharne pas vraiment contre les plus précaires, pour reprendre l'expression de Jean-Louis Touraine. Non, d'abord, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, on a un phénomène de risque de boîte de Pandore, comme je vous disais tout à l'heure, et ensuite... quand on est cadre et quand on a 54, 55 ans, puisque ça n'est qu'à partir de 57 ans, 56 ans que la dégressivité ne joue pas. À 54 ans, on sait très bien que c'est difficile de retrouver un emploi. Et donc, on a un taux de remplacement autour de 65%. Vous les privez encore de 30% en moins. Monsieur Touraine l'évoquait, ce sont des personnes qui ont des familles, qui ont éventuellement des enfants. L'écart entre la somme qu'ils percevaient et la somme qu'ils vont percevoir, il est assez considérable. Et donc, c'est pas parce qu'on s'attaque à une population dont on dit qu'elle est peu au chômage, et qui est peu au chômage, que c'est satisfaisant. Donc, non, moi, c'est quelque chose que je trouve peu satisfaisant et inquiétant par le fait que je ne pense pas que quand on ouvre ce type de dispositif, la dégressivité, on s'arrête là. Qu'est-ce qui a guidé cette mesure Ce qui a guidé cette mesure, c'est qu'on n'a plus de précarité. Je ne parle pas des personnes qu'on appelle les seniors aujourd'hui, au-delà de 56 ans. Alors on pourrait effectivement, c'est toujours le problème des paliers et des seuils, 56, 55, qui eux ne sont pas concernés donc, par ces mesures. On est parfaitement conscient qu'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le plein emploi pour les classes, puisque 3,8% de chômage correspond à peu près au temps de remplacement quand on cherche un travail et quand on change de travail. Donc, on se rend compte, en revanche, qu'il y avait chez les cadres qui avaient les plus hauts revenus une durée de chômage de plus en plus longue et qui trouvaient du travail de plus en plus tard. Il est normal qu'on dise, puisqu'il y a le plein emploi, faites un effort, l'UNEDIC, l'ACEDIC, le Pôle emploi doit servir justement aux plus précaires et l'argent doit servir aux plus précaires et non pas obligatoirement à ceux qui retrouvent du travail plutôt facilement. Voilà. Sur les cadres, Claire Vives Ce que ces chiffres ne disent pas, dans les chiffres que vous avez montrés, qui ont été cités par Muriel Pénicaud, c'est le fait qu'elle fait l'impasse sur l'âge. C'est-à-dire, elle dit quand quand l'indemnisation augmente, la durée du chômage augmente. Mais sauf qu'en fait, le chômage qui dure longtemps chez les cadres, c'est un chômage de cadres plutôt en fin de carrière. Et la fin de carrière chez les cadres, elle ne commence pas forcément à 56 ou à 57 ans. Donc ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire que dans ces chiffres, il fallait aller voir la variable de l'âge. Le deuxième élément, c'est la question de la solidarité interprofessionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cadres sont contributeurs nets à l'assurance chômage, c'est-à-dire qu'ils cotisent plus que... Cotisent plus ? C'est la CSG, madame. C'est la CSG, la cotisation. C'est un impôt national. C'est déjà, un impôt national. C'est un impôt de la question de dire que la cotisation patronale... je parle salarial. Oui, non mais je veux dire, c'est les salariés qui payent leur cotisation patronale. Enfin, c'est sur les têtes, quoi. Jean-Louis Touraine. Oui, mais je suis d'accord sur le fait que la cotisation patronale, elle serait versée comme un salaire si le patron n'avait pas à verser cette cotisation. Par conséquent, c'est un salaire différé. Ou ça serait plus une charge pour l'entreprise. Excusez-moi, monsieur Lévrier, vous êtes embêtant parce que jamais on ne vous interrompt. Vous allez-y, parler, vous ne pouvez pas vous empêcher. On est dans une modification très profonde de la logique en matière d'indemnisation du chômage. Jusqu'à présent, c'était une assurance. Les salariés, les patrons payaient une cotisation pour se garantir, en cas de difficulté, un salaire de remplacement. On est passé à la CSG. Et par conséquent, on n'est plus dans un système assurantiel, on est dans un système assistentiel. C'est sur la base de la solidarité nationale, ce qui laisse entendre pour le salarié qu'on le considérera non pas comme le bénéficiaire de sa propre assurance pour laquelle il a payé, mais bien comme le bénéficiaire de la solidarité nationale avec un regard forcément péjoratif porté sur lui. Et c'est aussi la fin du paritarisme. Il n'y aura plus à gérer par les organisations professionnelles et syndicales. Va passer par décret. Ça a été présenté aujourd'hui aux partenaires sociaux. Ils rendront leur avis la semaine prochaine, Martin Lévrier. Il n'y aura pas de débat parlementaire. Ça, c'est un regret ? Il y aurait eu un accord entre les partenaires sociaux, il n'y aurait pas eu de débat parlementaire. Ça n'est pas la logique de la parité. Mais non, ça n'est pas la logique du système paritaire. C'est ainsi. Les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord, c'est un fait. L'État reprend
la main, c'est un deuxième fait, c'est comme ça que c'est prévu par la loi. Et derrière, c'est par décret. Eh bien, merci. Merci à vous, Martin Lévrier. On n'a plus le temps, Jean-Louis Touraine. On aura l'occasion d'en reparler. Merci. Non, j'ai pas coupé la parole. J'ai attendu que vous ayez terminé, mais en disant des choses fausses. Merci. On va continuer cette édition. On va voir ce qui se passe en séance, puisqu'il y a aussi le projet de loi pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. C'est un texte que vous suivez pour nous, Quentin Calmet, aujourd'hui. Oui, tout à fait, hein, la nouvelle lecture du projet de loi qui est en cours en ce moment même. On avait parlé tout à l'heure, vous le savez, de la question de ces dérogations au code de l'urbanisme, au code de la voirie ou encore au code de l'environnement dont les sénateurs ne voulaient pas. On vient d'examiner l'article 2, un deuxième point, une deuxième pierre d'achoppement, un autre point de désaccord entre les sénateurs LR et le gouvernement, c'est sur la reconstruction à l'identique de la cathédrale de Notre-Dame. Les sénateurs LR, c'est tout simple, ils veulent écrire dans la loi que les travaux restituent le monument, je cite, dans le dernier état visuel connu avant le sinistre. Et voilà, on vient d'avoir une discussion d'à peu près un quart d'heure, car certains sénateurs, notamment les sénateurs PS, les sénateurs centristes, ils ne veulent pas écrire non plus cette restitution à l'identique dans le texte. Et ça a donné notamment lieu à un échange entre le ministre, M. Riester, et le rapporteur Alain Schmitz. Écoutez cet extrait, il a été préparé pour nous par Alice Bardot. Nous avons souhaité, et ça fait l'objet d'ailleurs devant Monsieur le Ministre en première lecture d'un très large débat ici devant la Haute Assemblée, de préserver la silhouette du monument et le profil de la flèche tel qu'on le connaissait avant le sinistre du 15 avril, lorsque les donateurs ont exprimé un souhait qui accompagnait leur chèque ou leur don, ils ont toujours indiqué la restitution à l'identique du monument tel qu'il était. Pardon, monsieur le rapporteur, mais non, tous les donateurs n'ont pas dit qu'ils souhaitaient restaurer à l'identique. Non. Ouais, attendez. Il est très clair que dans le cadre de la souscription nationale, c'est prévu la restauration de Notre-Dame de Paris. Il n'est pas précisé spécifiquement de quelle manière sera restaurée Notre-Dame de Paris. Sauf si, au moment du don, tel ou tel donateur a spécifié qu'il souhaitait tel ou tel type de restauration. Et là, on doit tenir compte, évidemment, de sa volonté. Pourquoi le président de la République a souhaité qu'il y ait un concours d'idées, concours d'architectes, etc. C'est de ne pas clore un débat patrimonial qui mérite d'exister. On verra bien ce que sera la décision in fine de l'État. Mais c'est un débat qui mérite d'être vécu. Et donc, vous le comprenez, hein, Delphine, deux pierres d'achoppement, la reconstruction à l'identique et les fameuses dérogations, l'article 9. Eh bien, ces points-là, sur lesquels le Sénat de droite continue d'être en désaccord avec le gouvernement, eh bien, ça peut donner un texte qui sera encore différent de la version votée à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et donc, le dernier mot reviendra bientôt à l'Assemblée, qui pourrait voter un texte donc différent de celui voulu par le Sénat. Merci beaucoup, Quentin, pour toutes ces précisions. La mission d'information du Sénat sur l'avenir de la sidérurgie a dévoilé son rapport. Parmi les préconisations, une meilleure organisation de la filière pour la rendre davantage compétitive à l'international, mais aussi améliorer son image pour la rendre plus attractive. Le détail avec Jérôme Rabier. La filière sidérurgique française subit depuis des années les mutations mondiales du secteur. Face aux États-Unis qui pratiquent le dumping, ou à la Chine qui produit désormais plus de la moitié de l'acier mondial, la France a pourtant des atouts. La mission d'information sur cette filière stratégique pour toute l'industrie préconise dans son rapport de beaucoup mieux accompagner les acteurs du secteur pour ne pas sombrer d'ici quelques années. La filière sidérurgique française comme européenne vit une crise importante de surcapacité mondiale, de fermeture d'un certain nombre de marchés et d'une incapacité de l'Europe notamment de réagir suffisamment rapidement pour protéger son industrie sidérurgique. Pour le président et la rapporteure, les réponses doivent être européennes et françaises, avec par exemple l'instauration d'une taxe carbone aux frontières de l'UE pour ne pas pénaliser l'acier français, ou encore en développant une vraie spécificité française de recyclage de ce métal. Et pour les sénateurs, l'État ne doit pas intervenir seulement quand les choses vont mal, comme sur le dossier Ascoval, mais développer une vraie stratégie sidérurgique française. Il faut changer de braquet, il faut prendre toute la dimension du besoin de nos industries, de la sidérurgie. Un ministère de l'Industrie, c'est maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut prendre toute la dimension de cet enjeu. Après, il sera trop tard.
Car si la filière pâtit d'une mauvaise image, due aux fermetures par exemple des hauts fourneaux de Florange ou des difficultés d'Ascoval, elle emploie encore 38 000 personnes en France et peine à trouver des profils alors qu'elle prévoit 5 600 recrutements d'ici 2025. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur socialiste Jean-Claude Tissot. Jean-Claude Tissot, ce qui ressort de cette mission d'information du Sénat sur la filière sidérurgique, c'est qu'il faut créer une vraie stratégie industrielle en France. Alors, est-ce qu'il faut recréer un poste de ministre de l'Industrie, un nouveau Arnaud Montebourg, qui était ministre du redressement productif sous François Hollande? Oui, bien sûr, un nouveau ministre, je ne sais pas, mais en tout cas un ministère et surtout des services qui vont avec. Parce que le ministre, vous savez, vont et viennent, mais si vraiment il y a un ministère avec de vrais fonctionnaires qui sont vraiment dévolus à cette problématique-là, oui, à ce moment-là, on pourra travailler et parler de développement de la sidérurgie en France, oui. Alors, on l'a vu pendant 5 ans sous François Hollande, il y a eu un ministre dédié à l'industrie. Est-ce que ça a vraiment redressé la filière sidérurgique? Alors, je ne sais pas si ça l'a redressé, mais en tout cas, ça l'a accompagné. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est obligé de regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, en France, on a des entreprises sidérurgiques qui fonctionnent, qui sont indispensables dans le développement de notre pays. Je veux parler de la défense, la sécurité, l'énergie. Et ces entreprises-là, si on ne les aide pas, si on ne les accompagne pas dans leurs investissements, elles vont être vouées à disparaître, j'allais dire, au profit d'investisseurs étrangers et avec la casse pour l'emploi qu'on connaît. Alors aujourd'hui, 1 kilo d'acier coûte moins qu'1 kilo de pommes de terre. Il y a une réalité de marché. Que peut faire l'État face à cette réalité? Est-ce qu'il faut réguler les prix? Oui, bien sûr, il faut réguler les prix. Alors c'est là où il y a quand même un dilemme. Pour connaître un petit peu l'agriculture, produire 1 kilo de pommes de terre, ça devrait coûter moins cher que produire 1 kilo d'acier. Donc oui, il faut installer des barrières douanières. Il ne faut pas de le dire. Les pays comme les États-Unis le font. Donc à nous de le faire pour sauvegarder notre industrie métallurgique, oui, bien sûr. Donc il faut vraiment créer une bataille commerciale avec les États-Unis et la Chine. Exactement, parce qu'on ne peut pas demander à nos entreprises françaises d'être performantes sur des sujets très pointus, et puis dans le même temps, quand le marché français a des commandes à passer, eh bien, les passe à l'étranger. Ça ne devrait pas arriver, ça. Quand l'État français a des commandes à passer, elle doit, en priorité, les donner aux entreprises françaises. Qu'est-ce que vous pensez de l'action, la politique industrielle menée par Bruno Le Maire, qui quand même se démène pour sauver des usines, notamment sur Ascoval? Oui, alors aujourd'hui c'est encore des discours. Alors c'est vrai qu'on va attendre les résultats des choix qu'il a fait, mais force est de constater que c'est encore timide. Alors, la filière sidérurgique prévoit de créer plus de 5000 emplois d'ici à 2025. Finalement, elle a un avenir, cette filière. Oui, elle a un avenir, mais il faut l'accompagner, justement. Oui, il faut l'accompagner. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Claude Tissot, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Alexandre. Dans le reste de l'actualité, au Sénat, à mieux encadrer les pratiques frauduleuses de certains professionnels de la thanatopraxie. C'est l'objectif de la proposition de loi déposée par le socialiste Jean-Pierre Sueur. Selon lui, ils sont nombreux à profiter de la vulnérabilité des familles pour facturer des prestations onéreuses. Il souhaite ainsi mettre un terme à l'opacité des tarifs. Il l'a expliqué à Marvin Guglielminetti. On l'écoute tout de suite. Je prône la transparence totale par rapport à l'ensemble des prestations funéraires et par conséquent de la thanatopraxie. Il faut que les gens sachent ce qui va se passer, ce qu'ils souhaitent. Toilettes, soins de conservation ou soins de présentation seulement, et à quel prix. Toutes les entreprises vous diront naturellement on va faire des devis. Mais si c'est des devis de 40 pages illisibles et incomparables, personne ne va les lire à la suite d'un décès. Donc les mairies de plus de 5000 habitants doivent, c'est une obligation légale, mettre à la disposition des citoyens les devis types selon des modèles prévus par le ministère de l'Intérieur qui sont obligatoirement remplis par les entreprises habilitées. Et on s'intéresse à présent aux difficultés de recrutement des armées. Un rapport sénatorial propose d'améliorer la condition des militaires pour rendre la profession plus attractive, mais aussi fidéliser les recrues. Adrien Develay. Je suis un soldat. On compte sur moi. Malgré les campagnes de communication, l'armée peine à fidéliser ses soldats. Le nombre de militaires reste constant, mais les nouvelles recrues, elles, ne restent pas. Un rapport du Sénat met en lumière plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la concurrence du secteur civil et du privé qui propose des rythmes et des salaires plus avantageux. Les retraites et les salaires des militaires seraient trop bas et l'engagement serait synonyme d'importants sacrifices en termes de vie privée. Enfin, le métier imposerait une forte mobilité aux militaires, déployés partout sur le territoire et à l'étranger. Des raisons qui décourageraient les soldats de se réengager.
En 2017, une étude montrait déjà que 6 militaires sur 10 envisageaient de changer de métier. Depuis les attentats de 2015, le ministère des Armées crée environ 26 000 postes par an, civils ou militaires. Des militaires qui seront à l'honneur dans quelques jours, lors du défilé du 14 juillet. Et Dominique Delège, sénateur LR d'Ille-et-Vilaine, rapporteur spécial et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Dominique Delège, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous dites qu'il faut améliorer la gestion des ressources humaines dans l'armée. Pourquoi ? Mais pendant très longtemps, disons depuis une vingtaine d'années, on a déflaté les effectifs. On est passé en gros de 330 000 à 270 000 militaires, c'est-à-dire moins 25%. Et tout d'un coup, depuis 2015, on dit aux armées, mais maintenant c'est fini, il faut recruter. C'est pas si simple que ça, parce que le ministère s'est organisé depuis 20 ans pour diminuer les effectifs, pas forcément pour les augmenter. Deuxièmement, les menaces qui nous concernent ont évolué, et par conséquent, nous avons besoin, et ça a été le sens de la réforme de 1996 avec la professionnalisation, de militaires de plus en plus formés, de plus en plus pointus dans leur technique. Et c'est là où nous rentrons en concurrence avec le marché privé, notamment lorsqu'on recherche des atomiciens ou du personnel pour la maintenance aéronautique. Les sociétés privées offrant des salaires plus intéressants que ceux de l'armée, avec moins de contraintes, notamment le week-end, une conciliation... C'est un des points de votre rapport sur ce niveau de rémunération. Dans l'armée, il est beaucoup plus faible que dans les autres secteurs de la fonction publique. Comment l'expliquez-vous ? Alors, ça, c'est un autre sujet qu'il faut regarder de plus près, c'est-à-dire que pendant longtemps, le modèle dominant dans l'armée, c'était le militaire travaille et le conjoint suit. Aujourd'hui, l'évolution de la société fait que les conjoints souhaitent travailler. Et par conséquent, la mobilité qui est demandée aux militaires pose des difficultés énormes pour le conjoint qui a le choix entre suivre, mais au risque de perdre son emploi, de ne pas en retrouver un, ou alors l'autre solution, c'est ce qu'on appelle le célibat géographique, avec ce que cela signifie comme sacrifice sur le plan familial, mais aussi la question de la double résidence. Et c'est vrai que cette situation est nouvelle et que de plus en plus de militaires vivent mal cette contrainte qui est inhérente au service. Avec un niveau de recrues, de qualité des recrues qui baisse aussi. Ce que je voulais dire sur le niveau des ménages, c'est que bien souvent, du coup, il n'y a qu'un seul salaire. Et on a pu constater que la situation du niveau de vie dans les couples où il y a un militaire est inférieure à la situation et au niveau de vie des fonctionnaires où il y a par définition deux salaires. Alors quelles sont vos préconisations justement pour rendre ces métiers plus attractifs ? Alors je pense qu'il y a plusieurs questions qu'il faut que l'on aborde de face. La première, c'est le niveau général de la rémunération. On a pu constater bien évidemment que dans d'autres pays, la rémunération était plus favorable. Deuxièmement, peut-être, et ça a été enclenché par le ministère, je souhaite lui rendre hommage, repenser la rémunération dans un certain nombre de spécialités pour essayer de se mettre à niveau avec le privé. Mais surtout, il y a une question essentielle que nous posent les militaires et ils sont très inquiets, c'est la question de la retraite, qui est un terme inapproprié s'agissant de la retraite à l'effet immédiat, parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de deux choses. Premièrement, une armée doit être une armée jeune. Et par conséquent, à un moment donné... les carrières sont courtes, on le sait. Les carrières sont courtes. Mais ces carrières sont courtes, ce sont les meilleures années de leur vie, la jeunesse que ces militaires ont donnée, avec une disponibilité de tout instant. C'est-à-dire qu'un militaire, si on lui dit d'aller à tel endroit, il doit y aller, et il n'y a pas de rémunération d'heures supplémentaires. Et donc, ce qu'on appelle, à tort, me semble-t-il, la retraite à effet immédiat, doit plutôt être analysé comme une compensation liée à une surcharge de travail et de disponibilité dans ces premières années. Et c'est vrai que la réforme des retraites, telle qu'elle est évoquée, on n'en connaît pas encore le détail, mais telle qu'elle est évoquée, inquiète beaucoup les militaires. Ouais.
On parle de cette difficulté de recrutement. Il y a aussi des questions dans ce qui concerne les ressources humaines, de qualité, de niveau des recrues. Ça m'a frappé dans les rapport. Il y a des problèmes parfois médicaux, problèmes physiques ou aussi des antécédents judiciaires. Je pense que c'est un problème général qui n'est pas propre à l'armée. Moi, j'ai pu le constater dans mon secteur, où au fond, la difficulté pour les entreprises de trouver les personnels adéquats, eh bien, nous la retrouvons dans les armées. Alors effectivement, avec des niveaux en matière de connaissances de base qui ne sont pas toujours adaptés, ce qui veut dire une formation complémentaire importante, des antécédents judiciaires, mais là encore je dirais que c'est l'évolution générale de la société. Et puis on a noté aussi quelques problèmes dans le domaine de l'aptitude physique ou psychique, ce qui fait que les militaires nous disent la base de recrutement est toujours aussi importante, mais nous ne pouvons plus opérer la même sélectivité que celle que nous opérions dans le passé, ce qui veut dire une remise à niveau plus importante, mais aussi, quelquefois, des risques de la part de ces jeunes recrues de ne pas terminer le cursus initial de formation et de quitter. D'où ce problème de fidélisation. D'où ce problème de fidélisation. Parfois au bout de quelques mois, ce qu'on a réussi à recruter. Alors, cela, je dirais, c'est gênant, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. Ce qui est plus gênant, ce sont les militaires que nous avons bien formés, qui ont signé pour 8 ans, et au bout de 8 ans, on espère qu'ils re-signent encore pour quelques années et qui nous disent non, je souhaite aller voir dans le privé parce que je serai mieux rémunéré, parce que je pourrai vivre avec mon conjoint, parce que je n'aurai pas ce problème de mobilité géographique et surtout j'aurai tous mes week-ends. Est-ce que ça menace la capacité opérationnelle des armées, toutes ces difficultés de ressources humaines que vous décrivez dans votre rapport? Bien évidemment, ça menace à un moment donné nos capacités opérationnelles. Il faut savoir par exemple que dans la marine, 75% des personnels ont une spécialité qui recouvre moins d'1% du personnel général. Ça veut dire que nous avons des spécialités pour lesquelles nous comptons sur les doigts d'une main les spécialistes. Et quand ce spécialiste fait défaut, c'est un bâtiment qu'on ne peut pas armer. D'où l'importance, encore une fois, du recrutement et de la fidélisation. Et j'ai pu constater, par exemple, dans les équipages de sous-marins, si la priorité est donnée aux sous-marins lanceurs d'engins, eh bien, ça veut dire qu'il y a une moindre priorité pour les sous-marins nucléaires d'attaque, ce qui repose la question de l'opérationnalité. Alors aujourd'hui, ça se passe pas trop mal parce que des nouvelles équipes vont arriver avec les Barracuda, mais il y a là une petite alerte qui pourrait se généraliser dans d'autres secteurs. Une alerte, on le disait, on est à la veille du 14 juillet. C'est le sens aussi de ce rapport, un cri d'alerte justement sur cette question des ressources humaines. Bien évidemment, j'ai l'habitude de faire un rapport budgétaire et l'année dernière c'était sur la disponibilité, j'aurais dû dire l'indisponibilité des hélicoptères. On avait constaté que simplement 1 sur 3 était en situation de voler. Il y a 2 ans, c'était sur le patrimoine. Est-ce que vous aviez été entendu? Est-ce que ça a évolué justement sur cette question? Sur le patrimoine, j'ai envie de dire que nous avons été entendus, le plan famille se met en place. Je crois que le rapport du Sénat a été utile. Sur les hélicoptères, je vois que le ministère a pris des initiatives en matière de maintien en conditions opérationnelles et donc d'entretien. Donc il devrait bouger sur cette question de la gestion des ressources humaines. Je ne désespère pas que ce rapport apporte un éclairage au ministre et surtout convainc tout le commandement d'avancer sur ce point. Eh bien, merci beaucoup Dominique Delège d'être venu en parler sur ce plateau. Je vous le disais en titre, Agnès Buzyn a tranché. L'homéopathie ne sera plus remboursée à compter de janvier 2021. La ministre de la Santé s'est rangée derrière la Haute Autorité de la Santé qui a conclu à l'absence d'efficacité de ces produits pharmaceutiques. Pourtant, ils sont plébiscités par les Français. Marie Brémond. Ces petits granules blancs ne seront plus remboursés. La ministre de la Santé suit ainsi les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Cette dernière jugeant incertaine l'efficacité scientifique de l'homéopathie. Le déremboursement va s'effectuer progressivement. L'objectif, un taux zéro au 1er janvier 2021. Agnès Buzyn se défend de toute décision politique. Je pense que la politique n'a rien à faire dans les remboursements des médicaments. Ils doivent prouver leur utilité. Il y a des instances scientifiques qui en jugent. Et je pense qu'on ne doit pas mêler la politique, justement, aux décisions scientifiques. Il n'y a pas eu... Oui, mais voilà, certains voient derrière cette décision des raisons financières. En 2018, le remboursement a coûté 126,8 millions d'euros à l'assurance maladie.
À droite, on regrette le manque de vision globale du gouvernement. Parce qu'il n'a pas le courage de réformer en profondeur notre système de santé, s'attaque à des questions marginales. Qui peut croire un seul instant que le non-remboursement de l'homéopathie décidé l'année prochaine dans notre pays va sauver notre système de santé? Personne. Les laboratoires pharmaceutiques français accusent l'exécutif d'amateurisme et mettent en exergue les milliers d'emplois menacés. D'autres encore s'inquiètent car dans un pays très consommateur de médicaments, l'arrêt du remboursement de l'homéopathie pourrait inciter les patients à se rabattre encore plus sur des médicaments dits standards. Et on continue les réactions avec vous, Alexandre Poussard, avec le sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône, Michel Amiel. Michel Amiel, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, a donc décidé de mettre fin au remboursement de l'homéopathie alors que 60% des Français utilisent de l'homéopathie. Que pensez-vous de cette décision ? Alors, en ce qui me concerne, je la partage. Je voudrais dire que la ministre ne s'est pas réveillée comme ça un matin en disant « tiens, je vais dérembourser l'homéopathie ». Elle a suivi l'avis de la Haute Autorité de Santé qui est en charge d'évaluer l'efficacité des méthodes thérapeutiques diverses et variées, pas qu'en matière de médicaments. Il ne s'agit pas d'interdire la prescription de l'homéopathie. Il s'agit simplement de reconnaître que les médicaments homéopathiques, n'étant pas soumis aux critères scientifiques habituels des études avant l'autorisation de mise sur le marché, il paraissait logique qu'ils ne soient plus remboursés. Voilà mon avis. Est-ce que ce n'est pas un coup dur, un gros coup dur porté aux médecines alternatives aujourd'hui en France ? Non, je ne crois pas. Alors, c'est d'homéopathie qu'il s'agit. Il existe d'autres types de pratiques médicales qui ne passent pas forcément par un médicament, mais par des pratiques, je pense à l'ostéopathie par exemple, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ce qui n'interdit pas de les pratiquer. Il s'agit simplement de rappeler que dans une culture médicale scientifique, l'usage des méthodes, qu'elles soient pharmacologiques ou autres, doit être soumis à des critères d'efficacité qui s'appuient sur des études scientifiques. Alors certains responsables politiques ont évidemment réagi à cette décision de déremboursement et certains proposent un déremboursement partiel pour atteindre 15% de remboursement par la sécurité sociale pour offrir une liberté de choix aux Français. Qu'en pensez-vous ? Non, alors déjà, le déremboursement sera effectif dans 2 ans, en 2021, ce qui permet, je dirais, aux industries pharmaceutiques qui fabriquent de l'homéopathie de s'organiser. Bon, vous savez que le déremboursement a un certain nombre d'implications financières, en particulier en termes du taux de TVA, mais j'ai entendu des choses qui me paraissent un peu fantaisistes, que ça allait provoquer une augmentation, doubler voire tripler le prix des médicaments. Non, il en va de la volonté des industriels, mais aussi des officines, de rester dans des pratiques modérées. Et je ne crois pas effectivement, comme l'a rappelé la ministre, que cela va grever de façon excessive les budgets familiaux de ceux qui souhaitent continuer à se traiter par l'homéopathie. Justement, vous parliez des industriels. Le laboratoire Boiron, qui est leader français sur le marché dans le monde, estime qu'il va devoir supprimer 1000 emplois. Est-ce qu'il faut risquer de détruire des emplois ? Alors déjà, on va voir l'usage, parce que je rappelle quand même que grand nombre de prescriptions, y compris d'autoprescriptions d'homéopathie, ne sont pas remboursées actuellement. Je ne vais pas citer des spécialités, mais si, pourquoi pas, le fameux oscillococcinum que l'on prend en matière de grippe est autoprescrit et sans remboursement aucun. Donc je ne partage pas cette espèce de spectre d'inquiétude qu'il y aurait en disant on va détruire tout un pan de l'industrie pharmaceutique. D'accord, donc pas d'inquiétude. En tout cas, je ne l'ai pas. Très bien. Merci beaucoup, Michel Amiel, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Alexandre. Alors pourquoi dérembourser l'homéopathie ? Les traitements par homéopathie sont-ils vraiment inefficaces ? Quelles conséquences aussi sur l'emploi des laboratoires ? On en parle tout de suite dans notre débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Nathalie Coutinet. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste de la santé à l'Université Paris 13, co-auteur de cet ouvrage « L'économie du médicament » aux éditions à la découverte. Sur ce plateau également, le docteur Christian Lehmann. Bienvenue à vous. Vous êtes médecin généraliste et vous faites partie des 124 signataires de cette tribune qui a mis le feu aux poudres en juillet dernier dans le Figaro. Vous qui demandez justement l'exclusion de l'homéopathie du champ médical. Joël Labbé est également avec nous. Bienvenue. Vous êtes sénateur Europe Écologie Les Verts et vous êtes rattaché ici
aussi au groupe RDSE, sénateur du Morbihan. Et Olivier Henno est également avec nous. Bonsoir, sénateur centriste du Nord. Je rappelle que dans votre circonscription, il y a 28 centres de production et de distribution du laboratoire Boiron. Première question pour vous, peut-être Joël Labbé, puisqu'on voit que la ministre finalement a suivi l'avis de l'autorité de santé. C'est un choix qui tient compte de la réalité scientifique, nous dit-elle. Jusqu'ici, les soins par homéopathie ne sont pas jugés efficaces. Oui, quand on parle de science, là, on évoque la science dure. Et donc les résultats scientifiques, il n'y a aucun effet, sauf que n'est pas pris en compte l'effet placebo, qui en fait est réel, et l'homéopathie, ça fonctionne. Les personnes très respectables et nombreuses qui se soignent par homéopathie sont en général des personnes qui font attention à leur hygiène de vie, attention à leur alimentation, et les médecins homéopathes prennent le temps d'écouter et d'appréhender globalement la santé de la personne. Et ça, c'est fondamental. Donc, par rapport à la science, il y a la science dure, il y a une autre science, avec peut-être une part d'irrationnel, parce que en ces temps dits modernes, le côté irrationnel, on n'en tient plus compte, on ne doit plus en tenir compte. Pour moi, c'est tout l'inverse. Si on parle, par exemple, d'hypnose, de soins par hypnose, ça fonctionne, tout n'est pas expliqué, ça fonctionne quand même. Votre avis, docteur Lehmann, puisque dans la tribune, les mots sont forts, avec ce collectif d'autres professionnels, oui. On est sur une chaîne politique, c'est un débat politique, parce que le débat scientifique, il est tranché. Il n'y a pas des sciences dures et des sciences molles. Il y a la science, il y a des études. Il y a un laboratoire qui vend du sucre depuis des décennies, qui s'est retrouvé à essayer de faire du lobbying pour essayer de vendre quelque chose, alors qu'il suffisait d'aller devant la haute autorité de santé et de montrer des études qui prouvaient que ça marche. Ils ont été incapables de le faire parce que, comme en Angleterre, comme en Australie, comme au niveau des académies européennes, les autorités de santé reconnaissent qu'il n'y a rien, que le principe de dilution du produit au-delà du nombre d'Avogadro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de molécules dedans, c'est quelque chose qui date d'il y a 250 ans. À un moment où on ne savait pas que les microbes existaient, à un moment où on faisait des fumigations rectales, on croyait que souffler dans le cul des noyés avec une trompette, ça allait les réveiller. On nous dit, oui, mais vous ne pouvez pas comprendre, c'est une autre médecine. Non, il n'y a qu'une médecine. Alors pourquoi cette décision politique n'est pas intervenue avant, selon vous, justement? Alors, vous connaissez le conte d'Andersen où il y a un enfant qui se lève et qui dit « mais l'empereur est nu ». Il ne faut pas demander à l'enfant qui dit que l'empereur est nu pourquoi tout le monde avant a fait semblant que ça fonctionnait. Il y a un lobbying éhonté de ce laboratoire qui utilise 30% de son budget pour la promotion, pour la communication et 0,4% pour la recherche. Évidemment, quand vous avez ça, c'est difficile de vous trouver devant la haute autorité de santé et de donner une preuve. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une part d'irrationnel, qu'il n'y a pas une part de placebo-thérapie. Le médecin, c'est le premier placebo. Moi, ça fait 35 ans que je suis médecin. Il y a des gens qui rentrent dans mon cabinet qui se sentent bien simplement parce qu'ils sont face au docteur Lehmann. C'est pas parce que je suis un génie, parce qu'il y a une forme d'empathie, quelque chose qui... Ce n'est pas une raison pour vendre du sucre à 5 000 € le kilo dans un pays où les urgences sont exsangues, où on balancerait 130 millions d'euros, 2 fois le plan urgence pour vendre du sucre. Non, franchement, je ne crois pas. Nathalie Coutuné, c'est un lobbying des laboratoires Boiron, pour ne pas les citer, qui a conduit justement la ministre Agnès Buzyn à ne plus rembourser l'homéopathie, selon vous? Je ne connais pas les pratiques en termes de lobbying du laboratoire Boiron. Tous les firmes pharmaceutiques font du lobbying auprès des décideurs politiques. Donc je ne pense pas que là, le laboratoire Boiron soit dans une situation particulière. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour juger de l'efficacité ou de la non-efficacité de l'homéopathie. Se réfugier derrière la science... Je partage finalement un petit peu vos deux points de vue. On ne peut pas se réfugier que derrière la science, parce que on a déjà vu la haute autorité de santé autoriser des médicaments qui se sont révélés désastreux. Donc la science ne sait pas toujours tout en termes de médicaments. Donc si c'est une question d'économie, là aussi, alors évidemment, 126 millions d'euros, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas ça qui va entraîner une réduction drastique des dépenses de santé, si tant est qu'il faille diminuer les dépenses de santé, mais c'est un autre sujet. Et puis enfin, en termes d'emploi, c'est toujours ce chantage à l'emploi est systématique de la part des firmes pharmaceutiques et qui semble oublier que leur activité est complètement subventionnée par les systèmes de protection sociale. Sans système de protection sociale, aucune de ces grosses firmes pharmaceutiques n'existerait. La protection sociale solvabilise le marché et permet à ces industries de faire, pour la plupart, énormément de profits. Et c'est aussi pour ça qu'elles font évidemment du lobbying. Olivier Henno, je le rappelle, vous avez justement des centres Boiron dans votre circonscription.
Oui, la question de l'emploi, elle compte, mais et le lobbying, il doit exister, mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui vaut mon point de vue, si vous voulez. Moi, je suis ni médecin ni scientifique, je suis politique et père de famille, si j'ose dire, et dans l'utilisation quotidienne, y compris pour moi-même, il m'est arrivé d'être soigné à l'homéopathie et finalement de me dire que eh bien, c'était aussi une manière de soigner, pas d'ailleurs l'unique manière, hein, je veux dire, je n'exprime pas un dogme, mais une opinion. Et lorsque j'ai lu la tribune, parce que je me souviens bien d'y avoir lu la tribune, oui, mais enfin, bon, comme l'a dit madame, vous voyez, la science, hein, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des scientifiques qui aient vu d'un mauvais œil ce que disaient Copernic ou Galilée. Hein. La science, elle a des avis, elle en a d'autres. Moi, il m'a semblé que la décision... C'est la religion qui a coupé Copernic et Galilée. La décision, oui, mais enfin... C'est pas les scientifiques. Là, il arrive que la science se trompe. Hein, il arrive que la science se trompe. Enfin, je crois. Oui. Hein, je pense que c'est déjà arrivé. Donc, ça n'est pas un dogme de ma part, pas une certitude. Je comprends qu'on ait une part de doute. Mais je trouve que la décision est rapide, qu'elle m'apparaît sur le plan économique quand même faire croire qu'on va régler une partie des problèmes de la santé par cette économie-là. Ça me paraît un peu simple. Et moi, je pense que voilà, l'homéopathie telle qu'elle était, avec son remboursement partiel, permettait aussi de soigner des gens. Alors peut-être avec des effets placebo, certes, et que si ces personnes-là ne sont pas soignées comme ça par les effets placebo, ils devront être soignés autrement. Et je ne suis pas sûr que cet autrement soit mieux que l'actuelle homéopathie. Voilà, c'est ça qui fait valoir mon opinion. Oui, Joël Labbé. Oui, tout d'abord, si on venait dire que je défends le lobbying, on me rirait au nez, donc je ne suis pas là pour défendre quelque lobbying que ce soit. Comme mon collègue, je ne suis pas scientifique non plus, ni médecin. Par contre, on a à prendre position et on nous demande notre avis. Moi, ce que je crois dans ce domaine, c'est la complémentarité entre les choses. En dehors de ceux qui sont extrêmement dogmatiques, la plupart des patients qui utilisent l'homéopathie pour soigner des maux bénins, mais qui les soignent ainsi. Et pour ce qui est de ce qui est plus grave et plus préoccupant, utilise la médecine allopathique. Moi, je crois beaucoup en la complémentarité des choses. Le risque en déremboursant, ça peut être que bien les gens disant c'est plus remboursé ne vont plus le pratiquer, auront besoin de médicaments psychologiquement, vont aller voir le médecin, ils auront les médicaments. Un des intérêts de l'homéopathie, puisque ça n'a pas d'effet, eh bien, ça peut être une chance parce que ça n'a pas non plus d'effets secondaires. Alors qu'un certain nombre de médicaments ont des effets secondaires avérés. Excusez-moi, monsieur Labbé, j'ai milité en mon temps pour le déremboursement de médicaments qui étaient inutiles et dangereux, comme les médicaments anti-Alzheimer. Vous avez dit une phrase qui est extraordinaire, vous avez dit l'intérêt de l'homéopathie, c'est qu'elle est inefficace. Vous savez, on peut apprendre aux gens, je crois que vous êtes écologiste, je pense qu'on peut apprendre aux gens naturellement qu'à chaque symptôme, qu'à chaque difficulté de la vie, qu'à chaque paix de travers, on n'est pas obligé de se mettre un granule dans la bouche, ni un comprimé. Apprendre aux gens un rapport à la médecine qui soit moins paternaliste, où on ne leur donne pas des choses qu'on fait croire être naturelles, mais l'oscillococcinum, c'est du foie de canard de Barbarie pourri. Il y a du mur de Berlin dilué en homéopathie, il y a de la lumière noire en homéopathie. On vend aux gens n'importe quoi. Un moment, ça s'arrête. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec l'herboristerie. Ça n'a rien à voir avec des pratiques naturelles, avec une utilisation naturelle de ce que la nature nous donne. C'est une arnaque au niveau international. En France, il y a des usines, donc on en vend plein. C'est en train d'être retiré partout. Alors évidemment, comme disait Fernand Reynaud, ça a eu payé. Et il est normal que les laboratoires Boiron voient d'un mauvais œil le fait que la science mette le holà à tout ça. Mais on n'est plus en 1783. Vous êtes juste un peu méprisant par rapport aux médecins, homéopathes et aux patients également. Je trouve que dans votre ton, vous êtes non, pas du tout, mais les patients peuvent continuer à prendre... D'ailleurs, vous savez, quand ça a été déremboursé
si je dis pas de bêtises, de 70% à 35%, puis de 35% à 30%, les gens qui y croient, et je parle bien d'une croyance, ont continué à en acheter. Et le chiffre d'affaires du laboratoire Boiron n'a pas diminué. On est d'accord. Voilà. J'ai les données 2003, effectivement, l'homéopathie a été remboursée, passé de 65 à 30%. Et le chiffre d'affaires de Boiron est passé de 285 millions d'euros à 617 millions d'euros. Donc ça n'a pas effectivement eu d'impact sur le chiffre d'affaires. On va donner 15 mois au secteur pour s'adapter. C'est justement le choix de ce... D'abord, je reviens... Voilà. Remboursement Je progressif. ne crois pas non plus que l'homéopathie, ce soit de la sorcellerie. Il faut un peu de mesure. Même pas. Et puis, je vois bien que si vous êtes très engagé sur cette question, et c'est votre droit le plus strict. Oui, mais laissez-moi parler, monsieur. Mais oui, je vous laisse parler. Allez-y, Olivier. Visiblement, non. Donc, ça n'est pas de la sorcellerie. Moi, je pense aussi qu'il faut du respect. Il y a une histoire, il y a des traditions. Pourquoi aller aussi brutalement, aussi rapidement? Moi, maintenant, je ne vais pas non plus aborder cette question de manière dramatique, en noircissant le sujet. Mais sincèrement, ça ne m'apparaissait pas comme la priorité. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'autres choses qui m'apparaissent beaucoup plus prioritaires. Et je vais même vous dire, je suis tenté de ne pas comprendre ce qui se passe parce que pendant qu'on s'occupe de ça, on ne parle pas des choses plus importantes. Et donc, moi, vous savez, souvent, le président Pompidou, on lui a rendu hommage, il disait « Alors, arrêtons d'emmerder les Français ». Bon, c'était une expression comme une autre. Mais sincèrement, faire polémique sur une question comme celle de l'homéopathie, ça m'apparaît accessoire et aucunement essentiel. C'est pour moi dérisoire. Et sincèrement, si on continue de rembourser l'homéopathie, je ne vois pas de problème. Il y a des gens qui sont soignés pour ça. Il y a des médecins qui y croient. Je pense d'ailleurs que l'homéopathie peut s'adapter. Je ne vais pas non plus dramatiser. Mais ne noircissons pas non plus à l'excès. Voilà. Non, moi je pense que plus généralement, ça renvoie aussi à la politique de remboursement qui est menée par les gouvernements. C'est-à-dire que régulièrement, il y a des médicaments qui sont déremboursés ou dont les taux de remboursement baissent. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est généralement, si ce n'est tout le temps, la raison de la baisse d'efficacité qui est avancée. Alors évidemment, je rejoindrai ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi ils étaient remboursés avant s'ils étaient inefficaces. Donc je pense qu'il faut vraiment s'interroger peut-être globalement sur quels médicaments on rembourse, pourquoi, combien on les rembourse, quelle est la politique de santé qu'il y a derrière. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas rembourser l'homéopathie et mieux rembourser un autre traitement. Je voudrais juste rajouter également que dans la question de l'homéopathie, je pense qu'on n'est pas dans un médicament traditionnel. On est dans un médicament qui s'adresse à des gens qui recherchent peut-être une médecine un petit peu différente. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que, comme c'est le cas généralement, le chiffre d'affaires de Boiron va chuter, parce qu'en général, c'est ça. Si les médicaments sont déremboursés, le chiffre d'affaires chute, le prix augmente, puisque les prix sont plus contrôlés et que les firmes essayent de compenser la baisse de vente par la hausse des prix. Là, je pense que, et les chiffres que j'avais notés le prouvent, on est sur quelque chose d'un petit peu différent, puisque la baisse du taux de remboursement précédente n'a pas entraîné de baisse de chiffre d'affaires. Ça veut donc dire qu'on est face à des consommateurs patients, des patients consommateurs, qui sont sans doute, qui ont des pratiques de soins différentes, et du coup, je ne pense pas que Boiron soit en difficulté face à ce déremboursement. On parlait de la filière de phytothérapie, puisque vous l'évoquiez justement, Dr Lehmann. Ça peut quand même avoir un impact. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de travaux ici au Sénat, Joël Labbé, puisque ça peut aussi véhiculer l'idée que finalement les plantes ne sont plus efficaces. Ça peut aussi impacter cette filière de plantes médicinales, Joël Labbé. Je crois qu'il ne faut pas, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre les choses. L'homéopathie et la phytothérapie, c'est pas le même monde, ce ne sont pas les mêmes façons de... je crois véritablement, on avance tranquillement, mais qu'on avancera dans ce domaine sur la reconnaissance du végétal dans le soin. Mais chaque chose en son temps, et je ne voudrais pas que dans ce débat, il y ait un mélange de genres. Maintenant, je voudrais réinsister sur la notion d'effet placebo quand même. Dans la mesure où ça marche, parce que ça marche, qu'on le veuille ou non.
Non, il y a une différence entre les gens sont satisfaits et ça marche. Le débat scientifique, il est clos, monsieur l'abbé. Non, mais l'organisme, en prenant ce type de produit, qui est, selon vous, sans effet, et ce qui est fort possible, et la science le démontre, oui, mais qui a cet effet placebo. En fait, l'organisme n'est pas aidé pour se défendre, et il se défend tout seul, pendant que psychologiquement, le patient est dans de bonnes dispositions. Monsieur l'abbé, le patient cède tout seul quand je lui prends la main, quand je lui parle doucement, avec empathie. Vous avez le don de couper la parole. Oui. Allez-y, Joël Labbé, je vous laisserai répondre. Oui. Dans l'absolu, si on se disait que les patients qui utilisent l'homéopathie et c'est plus remboursé, ils vont aller vers d'autres médicaments plus conventionnels, on risquerait d'aller vers la surmédication. On est déjà trop dans ce domaine. Je crois que vous parliez tout à l'heure de la culture, d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas forcément besoin de médicaments. Ça, c'est vrai. Oui, il faudrait qu'on avance là-dedans. Par contre, du lobbying, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a un lourd lobbying de l'industrie pharmaceutique sur la pharmacie conventionnelle. J'en profite parce que normalement, tout médecin qui est dans un média doit dire s'il a des liens avec l'industrie pharmaceutique. Ce que la plupart ne font pas. Je n'ai aucun lien avec aucune firme pharmaceutique. Il n'y a pas d'usine dans ma circonscription. Voilà. Est-ce qu'il faut aller plus loin et notamment interdire tout diplôme? C'est ce que vous demandiez dans la tribune. Moi, la formation aussi. C'est pas ce que j'ai demandé, mais les universitaires, les universitaires, le patron de l'université René Descartes, comme ça s'est passé en Espagne. En Espagne, il y a 7-8 ans, ils ont ouvert des diplômes d'homéopathie et ils les ont fermés les uns après l'autre. Castille, le dernier, en disant on est en train d'envoyer de jeunes étudiants dans le mur. Je répète quelque chose, parce que oui, ça a l'air dérisoire. Oui, c'est dérisoire. Cette histoire de granules est dérisoire. On ne devrait pas en être là. Je rappelle que c'est 130 millions. C'est 2 fois le plan de ce qu'on a réussi à sortir pour les urgences. Il y a des gens... Les urgences sont au bord de craquer. Vous le savez bien, il y a 200 services qui sont en grève. Cet été, les médecins de ville... Donc, épuisés vont partir en vacances. Il y a des services qui vont fermer. Donc, il y a des gens qui vont être sur des brancards, qui vont souffrir... Parce qu'on rembourse du sucre à 7 000 € le kilo. Il faut arrêter. C'est une blague, enfin. Cet argent, il n'ira pas à l'hôpital. Vous plaisantez, là. Et vous pensez que si on ne dépense pas dans l'homéopathie, on va dépenser zéro? Vous n'avez pas confiance dans votre gouvernement? La dramatisation n'est jamais sérieuse. La dramatisation, le gouvernement va enlever cet argent pour la rembourser. Et puis même les questions scientifiques. Pendant des années, on a remboursé le Mediator. Et puis après, les mêmes scientifiques nous ont dit qu'il fallait plus. Moi, je suis assez d'accord avec madame. Voilà, mais faire croire, alors là, pour le coup, franchement, mais faire croire qu'on va faire ça d'économie, parce que les mêmes qui utilisent l'homéopathie, on veut utiliser zéro, ils utiliseront s'ils sont vraiment malades et qu'ils doivent vraiment soigner d'autres médicaments qui seront remboursés. Et faire croire que c'est ça qui va résoudre, même ne serait-ce qu'en partie, le problème des urgences, très honnêtement, franchement, monsieur, ça n'est pas juste. Okay. On n'est pas à 130 millions près. Mais non, mais pourquoi vous mettez tant de passion dans cette histoire? Parce que je suis médecin. Mais on peut être médecin et raisonnable. Et médecin et pas non, vous êtes dogmatique là. Pardonnez-moi. Vous êtes dogmatique. La science a parlé et on est dans un débat politique. Oui, mais c'est souvent lié, puisqu'on voit que les décisions politiques découlent justement de. Je ne pense pas que Mme Buzyn ait développé un argument en termes de nécessité d'économie des dépenses de santé sur cette question. Donc, je pense que, mais malheureusement. Si économie il y aura forcément un report de toute façon vers d'autres médicaments. Donc les économies ne seront pas de 126 ou 127 millions, mais si économie il y a, ils ne seront pas réaffectés pour l'hôpital qui en a grandement besoin. Et là, je partage complètement votre point de vue. Malheureusement, ça sera juste de non-dépenses. On ne vous mettra pas d'accord ce soir sur ce plateau. Merci à tous les 4. Avant de se quitter, on va retourner en séance pour voir où on en est de l'examen du projet de loi pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris avec vous, Quentin Calmy. Oui, Delphine, le débat est agité sur votre plateau. Il est plus calme dans l'hémicycle. Les sénateurs sont en train de terminer les derniers amendements qu'il reste à examiner dans ce projet de loi sur la restauration, la conservation de Notre-Dame depuis son incendie le 15 avril dernier. Alors, depuis le début de cette émission, je vous ai parlé des différentes pierres d'achoppement entre le gouvernement, l'Assemblée nationale et de l'autre côté les sénateurs. On a parlé ensemble des dérogations et de la reconstruction à l'identique. Mais depuis, on a entendu
d'autres désaccords entre les sénateurs et le gouvernement, notamment sur la promesse d'Emmanuel Macron de reconstruire en 5 ans, ou encore le début du chantier, de la souscription qu'il faut prendre, est-ce le 15 avril ou le 16 avril, mais donc il y a aussi la question des chantiers en retard à Paris, et là clairement il y avait un petit parfum de municipal dans l'hémicycle, les sénateurs socialistes proches d'Anne Hidalgo défendant la maire de Paris contre les sénateurs de droite. À l'heure où je vous parle, il reste vraiment très peu d'amendements. Le texte devrait être voté dans la version du Sénat dans les minutes qui viennent et repartir à l'Assemblée, où donc les textes seront différents avec celui de l'Assemblée, et c'est donc les députés qui devraient, en dernier mot, rétablir leur version du texte. Merci beaucoup Quentin pour vos explications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain 16h30 pour une nouvelle édition. D'ici là, bonne suite des programmes sur Public Sénat.